Akiba, si vous aviez vécu au Moyen-Âge, on vous aurait brûlé sur un bûcher, car ce que vous accomplissez dans les finales de tour ne peut être que de la sorcellerie. Rudolf Spielmann. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audit. Matt, qui Bien qu'il ne fût en rien un sybarite, Akiba Rubinstein, joueur polonais né en 1882 à Stawisky en Pologne et décédé en 1961 en Belgique, tel la dragée haute à toute l'aristocratie échiquienne de son époque. Akiba Rubinstein, c'est un peu Bobby Fischer avant l'heure, mais sans le sceptre mondial qui va avec. Son style en faisait un puriste du jeu, et il fut toute sa vie un autodidacte qui se dévoua corps et âme à notre noble discipline, sans aucun plaisir ni intérêt pour quoi que ce soit d'autre. Ses meilleurs résultats, il les obtint en s'isolant et en travaillant avec acharnement les échecs, toujours en solitaire. Ainsi, Rubinstein, triple champion de Russie, gagna en 1909 le tournoi de Saint-Pétersbourg et 4 grands tournois en 1912, dont son premier titre de champion de Russie. Le champion du monde régnant, Emanuel Lasker, n'accepta jamais de mettre en jeu son titre contre Rubinstein, car ce dernier n'était pas assez riche pour réunir les fonds nécessaires à l'organisation d'un match. Et pourtant, quel talent! Il remporta encore le tournoi de Vienne en 1922 et une médaille d'or individuelle aux Olympiades de Hambourg en 1930. J'ajoute qu'il se fit décerner le titre de grand maître en 1950, même s'il arrêta sa carrière en 1932. Et, sombrant dans la folie, il mourut en 1961. Je précise enfin qu'Akiba Rubinstein est toujours considéré aujourd'hui comme un virtuose des finales, et notamment des finales de tour, dont on dit qu'il fut l'un des plus grands spécialistes de tous les temps. Exemple donc avec l'analyse qui suit. Enjoy! Nous sommes le 18 février 1909, à la 3e ronde du tournoi de Saint-Pétersbourg, gagné d'ailleurs par Rubinstein, et ce dernier est opposé pour la première fois à Emanuel Lasker avec les pièces blanches. Si on fait un petit diagnostic de la position comme je l'aime bien, nous remarquons que nous sommes en finale, ça tombe bien, c'est l'objet de cette vidéo, et Rubinstein, à qui Kaïssa a souri, a récupéré un pion dans la bataille, puisque les blancs en ont 5 contre 4 pour les noirs. Maintenant, comme vous le savez sans doute, un pion ça ne suffit généralement pas pour gagner, quelle que soit la phase du jeu, donc ouverture, milieu de jeu ou finale. Encore s'agit-il de transformer l'essai, ici en finale, et nous allons voir comment Akiba Rubinstein, donc un des plus grands virtuoses de tous les temps en finale de tour, s'y prend. D'ailleurs, c'est au blanc de jouer puisqu'un échange de dames est survenu au coup précédent sur E7 et maintenant Rubinstein se lance dans la variante plus ou moins forcée tour prend F5. Alors pourquoi je dis plus ou moins forcée? Parce que sinon les noirs auraient eu le temps de consolider leur pion F5 en jouant G6 et donc Rubinstein choisit de capturer le pion F5. Évidemment, les noirs ont une idée, c'est de jouer tour D1 échec, contre-attaque sur le roi blanc. Et déjà, première question pour vous, chers viewers, vous avez deux façons de parer cet échec, ou bien jouer roi F2, ou bien interposer la tour sur F1. Qu'est-ce que vous choisissez et pourquoi? Prenez quelques temps pour mettre la vidéo sur pause et réfléchir. A tout de suite. Alors, vous avez bien réfléchi, vous avez fait votre choix. J'espère qu'évidemment, vous avez pensé à roi F2 et non pas à tour F1, puisque si vous avez vu la dernière vidéo sur Capablanca et sa façon de jouer les finales de tour, il y a maintenant un mot qui doit constamment clignoter dans votre esprit, et ce mot, c'est celui d'activité. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la voir. Évidemment, on peut regarder l'alternative tour F1. Que se passe-t-il si les blancs s'accrochent à leur pion et essaient d'échanger les tours en interposant la leur? Alors, il y aurait tour D2 de la part des noirs qui viennent taper le pion B2. Donc, tour B1, on s'accroche au pion coûte que coûte. Mais maintenant, tour 2, on vient attaquer l'autre pion faible, isolé de plus des blancs. Et vous le voyez, cette tour sur la deuxième est très puissante. Les noirs vont activer leur roi. Les blancs ne peuvent pas venir protéger leur pion de plus. Et malgré leurs deux pions, en fait, d'avance, les blancs vont avoir du mal à concrétiser en finale et on peut s'attendre dorénavant à une partie nulle. C'est pourquoi après tour D1 échec, c'est en fait roi F2 qui a été joué, donc Akiba Rubinstein va tenter d'activer son roi. Maintenant tour D2 échec, roi F3, on continue d'activer le roi, ça va, les pions ici sont bien défendus. Tour prend B2, évidemment Lasker récupère un pion, mais maintenant tour A5 de la part de Rubinstein qui vient protéger son pion A2 attaqué et attaquer le pion A7. Donc seul coup pour Lasker, tour B7 pour protéger A7. Et ici un coup très instructif de la part de Rubinstein qui vient jouer tour A6 et je vous propose déjà de nous arrêter sur cette position riche d'enseignements.
Au risque de me répéter, l'activité des pièces, qui plus est en finale de tour, est très importante. Ici, que voit-on? La tour blanche protège le pion A2 et met une pression sur le pion A7, c'est entendu. Mais en même temps, la tour maintenant en B7 est cantonnée à la défense du pion A7, donc elle n'est pas très active. Je pense que vous êtes d'accord. Et par son dernier coup tour A6, Rubinstein coupe la 6e rangée de telle manière que le roi noir ne pourra aucunement y pénétrer. A contrario, si on regarde maintenant le cas des pièces blanches, on se rend compte que ce roi sans problème peut monter sur la 4e rangée et qu'en plus il est plus actif que son homologue noir. Et cette tour, on l'a dit, avec toutes les missions qui lui sont conférées, est beaucoup plus active que la tour des noirs, cantonnée à la défense du pion A7. On peut donc dire que Rubinstein a réussi la première phase de son plan, à savoir activer ses pièces les rendre les plus actives possibles et cantonner les pièces noires à la défensive, c'est-à-dire les rendre passives, et vous allez voir que ce n'est pas fini. Maintenant que Rubinstein a réussi la première partie de son plan, il faut savoir maintenant quoi faire, et ça on va le voir avec la deuxième partie de cette finale très instructive, à savoir ce qu'on n'a pas vu dans la partie de Capablanca, la prise d'espace. Les noirs ont continué par roi F8, privés de contre-jeu, ils sont condamnés à attendre. Et comme je vous l'ai dit, Akiba Rubinstein va maintenant rechercher un deuxième type d'avantage. Parfois, un seul avantage, par exemple matériel, ici un pion, ça ne suffit pas pour gagner. L'activité des pièces, c'est très bien, mais ça peut ne pas suffire non plus à gagner. Donc il reste une troisième option, c'est celle de gagner de l'espace. Et c'est maintenant ce que va faire Akiba Rubinstein en jouant E4. On va passer rapidement sur les prochains coups puisque je vous ai dit que Lasker, condamné à attendre, n'a en fait pas le choix et il va jouer la montre par des coups comme tour C7, comme des coups de roi, mais en fait il n'a rien à jouer. Et Akiba Rubinstein de son côté va accroître patiemment mais méthodiquement sa prise d'espace à l'aile roi. Et ici, nous en arrivons à la position critique de cette partie et à la troisième et dernière phase du plan de Rubinstein. Dans la partie, Lasker a joué H6 indiquant qu'il souhaite empêcher l'extension des blancs à l'aile roi, mais on peut se poser la question, que se serait-il passé s'il avait continué à attendre, par exemple avec un coup comme un roi F7? Eh bien ici et dans tous les cas, Rubinstein va tenter d'ouvrir un second front et de créer ce qu'on appelle une deuxième faiblesse chez les noirs. La deuxième faiblesse est un principe aux échecs très important. Alors, qu'est-ce que le principe des deux faiblesses dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et surtout, à quoi ça sert? On parlera de deuxième faiblesse puisqu'il y en a déjà une présente chez l'adversaire, vous vous en doutez. Et ici, quelle est-elle? Il s'agit du pion A7, sauf qu'on ne voit pas trop avec les blancs comment on va mettre une pression supplémentaire sur ce pion A7 et comment on va réussir à le faire tomber. C'est pour ça que souvent, on pense à ouvrir un second front et créer une deuxième faiblesse chez l'adversaire, de telle manière qu'on va jouer un peu sur les deux tableaux jusqu'à disperser les forces défensives et de cette manière, l'adversaire ne pourra pas tenir les deux faiblesses. À un moment, il va craquer et on va réussir à en faire tomber une et donc gagner par exemple un pion de plus ou en tout cas accaparer un avantage matériel supplémentaire. Pour ce faire, on suppose que Rubinstein aurait continué par roi F5. Maintenant, roi E7, on continue à attendre. G5, roi F7, E5, roi E7 et G6 et vous voyez les pions viennent choquer les pions de l'aile roi adverse de telle manière que dès qu'ils vont bouger ou s'échanger on va créer une deuxième faiblesse et ça Rubinstein aurait capitalisé là-dessus et aurait fini par faire craquer la position déjà très difficile de Lasker. Alors prendre le pion G6 avec les noirs serait mauvais puisque maintenant ça donnerait accès à la case G6 pour les blancs et vous le voyez, deuxième faiblesse, la case G6 est faible, on en profite pour y placer le roi blanc qui va attaquer G7. Alors tout ça c'est bien joli mais on peut se demander maintenant mais que se passe-t-il si les noirs ferment le jeu avec H6 ? Dans ce cas, l'avantage d'espace obtenu par les blancs leur permet de conclure brillamment grâce à une suite tactique spectaculaire qui commence par tour 6 échec. Premier point, on éloigne le roi de son aile. Après quoi, tour F6, un coup spectaculaire qui permet d'attaquer la 7e rangée grâce à l'appui du pion G6. Et évidemment, si on prend la tour, on a le droit de se demander, oui mais il sacrifie la tour, que se passe-t-il? Dans ce cas, on va juste jouer G7, on ne récupère même pas le pion, en tout cas pas immédiatement. On menace de faire une dame, seul coup pour parer, tour C8 et après E prend F6 et F7, un des deux pions va arriver à dame et c'est complètement fini pour les noirs. Vous le voyez, l'avantage d'espace, ça ne sert pas à rien, loin s'en faut.
Après le spectaculaire tour F6, si à la place les noirs déclinent le sacrifice et choisissent de jouer roi E8 de telle manière qu'avec la tour et le roi ils vont protéger le point névralgique F7, alors on va quand même jouer tour F7 et vous devez savoir que l'avantage matériel permet d'en rendre. Souvent c'est le cas, on a un avantage matériel mais on va en rendre si ça permet de transformer l'avantage et d'obtenir une position favorable. Donc ici c'est ce qu'aurait fait Rubinstein, il attaque le pion, il attaque la tour. Alors certes la tour peut prendre, mais après le coup G' F7 et roi prend F7, E6 échec, on a un pion passé qui a deux cases du bonheur, roi E7 et roi E5, et dans cette position, les blancs vont viser un autre type d'avantage. Certes, l'égalité matérielle est rétablie, mais maintenant, les blancs ont obtenu l'opposition par rapport au roi noir, et surtout, le roi noir manque d'espace, et il doit constamment surveiller le pion E6. Une variante qui permet de très bien illustrer à quel point la position noire est compromise est par exemple A5. Donc A4, les blancs bloquent complètement le jeu à l'aile dame. Roi E8, roi D6. Roi D8, E7 échec, roi E8 bloque le pion, roi E6, et dans cette position, les noirs sont en Zugzwang, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des mauvais coups à leur disposition, pas des coups neutres mais que des mauvais coups, puisqu'ils sont obligés, ils n'ont pas le choix de jouer le pion, donc G6 ou G5, mais fort heureusement, vous avez déjà vu ma vidéo sûrement, il y a ici la prise en passant, puisque le pion a avancé de 2 cases à côté d'un pion adverse, donc on peut le capturer en passant, et maintenant, quoi que fassent les noirs, ils sont obligés de jouer H5, G7, H4, et dans cette position, on peut jouer le malin tour G8, un coup très taquin, puisqu'on aurait pu faire dame, mais promotion en tour ça suffit, échec et mat, les noirs sont perdants. Ok, donc tout ça c'est pour montrer comment ça aurait tourné si Lasker avait choisi d'attendre sans rien faire. À la place, il a choisi H6, étant très bien conscient qu'après roi F5, le roi blanc va pénétrer sur la case faible G6. Je vous parlais tout à l'heure du principe des deux faiblesses. Eh bien, on y est. Maintenant, on a le pion A7 qui est faible, mais également la case G6 sur laquelle le roi blanc va tenter de pénétrer afin d'attaquer G7. Lasker a donc répondu roi F7 pour prévenir l'entrée du roi blanc sur G6. Rubinstein a enchaîné par E5, tour B7, on continue désespérément d'attendre, tour D6, on menace d'envahir la 8e rangée, mais en même temps, les blancs ont une petite menace tactique très sournoise. Dans la partie, les noirs ont continué par roi E7, mais après, par exemple, le coup tour C7 qui semble anodin, est-ce que vous voyez le gain tactique des blancs ? Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher la tactique qu'il y a à trouver, et trouver la tactique qu'il y a à chercher. Bonne chance et à tout de suite. Alors aux échecs, il faut toujours avoir l'œil affûté, ce qui est plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs. Et dans cette position, une fois encore, l'avantage d'espace permet aux blancs de placer la tactique suivante gagnante, à savoir tour D7 échec, puisque maintenant il suivrait tour prend D7 et E6 échec, fourchette entre le roi et la tour, de telle manière qu'après roi E7, les blancs récupèrent la tour, roi prend D7, mais maintenant roi G6, le roi pénètre sur G6 et va faire tomber G7 suivi de H6 et ça c'est complètement gagnant pour les blancs. C'est pourquoi après tour D6, Lasker qui n'est pas né de la dernière pluie a évidemment vu tout ça et à la place il a joué roi E7 de telle manière qu'il empêche maintenant tour D7 et tour D8. Donc il y a eu tour A6, roi F7, il y a une petite répétition de coups, vous le savez ou pas, mais aux échecs, dans un tournoi d'échecs comme au plus haut niveau d'ailleurs, il y a un nombre de coups obligatoire à faire dans un certain temps, un temps imparti, et donc si vous ne le faites pas, vous tombez au temps et donc vous perdez la partie, quelle que soit la position. Donc ici, on suppose que Rubinstein était en Zeitnot, c'est-à-dire qu'il était en crise de temps et qu'il a souhaité répéter les coups pour atteindre le nombre de coups fatidiques et éviter de tomber à la pendule. Donc tour D6, roi F8, mais ce faisant, les noirs perdent encore du terrain cette fois. Et tour C6, un petit coup qui ne mange pas de pain et qui permet d'ôter aux noirs encore du terrain avec la case C7 pour la tour. Les noirs ont joué roi F7, mais après le prochain coup des blancs, un petit coup à l'apparence modeste et somme toute très simple, ils abandonnent. Et ce petit coup, je vous le donne en 1000, c'est le coup A3. Alors à première vue, on est en droit d'être dubitatif et de se dire « mouais », mais finalement les blancs, avec leurs petits coups, ils font rien et on peut continuer. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça puisqu'en fait, les noirs se retrouvent à nouveau en Zugzwang. Alors les noirs sont au trait, la question c'est finalement, c'est à eux de jouer, que font-ils? Eh bien je vous ai mis une succession de variantes, une succession de coups qui vous montrent que quoi qu'ils fassent, les noirs sont en fait perdus. Par exemple, si on joue tour D7, évidemment on continue avec E6, la fourchette, on gagne la tour, ça se passe de commentaires.
Sur tour E7, on peut jouer E6 échec et après un coup comme roi G8, alors cette fois on va pénétrer sur G6, tour E8 pour empêcher le mat seul coup, E7, roi H8, tour D6, roi G8 et tour D8 et vous le voyez, on ne peut pas empêcher les blancs soit de capturer la tour, soit d'échanger à leur avantage, sachant que ce pion protège la tour et qu'il va aller à dame dans tous les cas. Si on joue roi E7, alors cette fois on lâche le contrôle de la case G6, donc les blancs vont monter leur roi sur G6 et attaquer G7, et vous le voyez, l'idée du petit coup A3, c'est d'empêcher le contre-jeu à base de tour B4 qui viendrait attaquer G4, maintenant que le roi n'est plus en F5. Et ici, si les noirs continuent par roi F8, il suit tour C8 échec et le pion G7 tombe après le coup roi E7. Et enfin, après roi G6, si à la place le roi ne vient pas sur F8 mais sur D7 pour attaquer la tour, il suit tour D6 échec, roi E8, roi H7, roi F8, tour D8 échec, roi F7 et tour G8. Et vous le voyez, on va attaquer le pion par derrière, le pion G7 va tomber, le pion H6 également et la partie avec. J'espère que cette finale de tour, menée d'une main de maître par le grand Akiba Rubinstein, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors si on veut rapidement récapituler ce que nous avons vu, 3 phases dans cette partie. Première phase, activation des pièces blanches au détriment des pièces noires qui se retrouvent passives puisque cantonnées en défense. Deuxième point, on gagne de l'espace. Et troisièmement, on va chercher à créer une deuxième faiblesse chez les noirs en plus du pion A7. Cette faiblesse, c'était la case G6 quand les noirs ont joué H6 pour stopper l'expansion des blancs à l'aile roi. Et ça, vous le voyez, Rubinstein a travaillé, je vous l'ai dit, d'une main de maître. Et même le grand Lasker n'a rien pu faire et sa position a fini par craquer, par s'écrouler. Écoutez, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous aura plu. Donc si c'est le cas, si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle finale de tour. Ciao!